Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. Oui. On s'attaque à un sujet qui nous touche tous, Ah oui, l'estime de soi. tout à fait. Pas besoin d'être psy pour savoir que c'est important, n'est-ce pas? Absolument. Christophe André et François Lelore, auteurs de L'estime de soi. S'aimer pour mieux vivre avec les autres, nous guident dans ce voyage fascinant. Oui, un livre très intéressant. Il nous aide à comprendre pourquoi certains débordent de confiance en soi, tandis que d'autres se cachent dans leur coquille. C'est ça. Alors, prêt à faire un petit bilan de votre moi intérieur? Tout à fait. Avec moi aujourd'hui, pour décrypter tout ça, un expert qui connaît les méandres de l'esprit humain comme sa poche. Ravi d'être là. L'estime de soi, c'est effectivement un sujet crucial. Et ce livre nous offre une perspective vraiment intéressante. Alors, on commence par les bases. Oui. On parle beaucoup d'estime de soi. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, les auteurs décomposent l'estime de soi en 3 piliers. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Ils utilisent l'analogie d'un tabouret à 3 pieds. Si l'un des pieds est bancal, tout l'ensemble devient instable. J'aime bien cette image du tabouret, c'est simple et efficace. Dites-moi plus sur ces fameux pieds. L'amour de soi, c'est quoi au juste? En gros, c'est le fait de s'accepter tel qu'on est avec ses qualités et ses défauts. C'est le sentiment profond de mériter, d'être aimé et heureux, sans condition, un peu comme le regard bienveillant d'une grand-mère, vous voyez? Ah oui, la fameuse grand-mère qui trouve toujours qu'on est le plus beau, le plus intelligent, mais bon, on ne peut pas compter que sur mamie pour notre estime de soi, hein. Exactement. Ah, C'est là que l'image de soi entre en jeu. C'est la façon dont on se perçoit l'opinion qu'on a de soi-même. Et ça peut être très différent de la réalité, n'est-ce pas? Oh oui, complètement. On a tous cette petite voix intérieure qui nous juge, qui nous compare aux autres. Parfois, on se voit comme des super-héros, et parfois, on se sent plus petit qu'une fourmi. Absolument. Et le livre met en lumière un point important. Cette image de soi se construit dès l'enfance, à travers les interactions avec nos parents, nos amis, notre environnement. Ah, la fameuse enfance, le terrain fertile où tout se joue, dites-nous en plus. Eh bien, imaginez un enfant qui apprend à dessiner, si on le félicite, on l'encourage, il va développer une image positive de ses capacités, mais si on le critique, on le compare à d'autres, il va se sentir nul et perdre confiance. C'est un peu comme un jardinier qui sème des graines. Si on arrose, on prend soin des plantes, elles vont grandir et s'épanouir. Mais si on les néglige, elles vont dépérir. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que cette image de soi qu'on développe pendant l'enfance, elle nous suit souvent tout au long de notre vie. C'est vrai qu'on traîne nos casseroles du passé parfois, Yeah. mais heureusement, il n'est jamais trop tard pour changer. Non, absolument. L'estime de soi, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. On peut travailler dessus, la faire évoluer. Et c'est là qu'intervient le troisième pied du tabouret, la confiance en soi. Parlez-nous. La confiance en soi, c'est un peu le moteur qui nous permet d'avancer, d'oser, de prendre des risques. C'est cette petite voix qui nous dit « vas-y, tu es capable ». Alors que si on manque de confiance en soi, on reste coincé sur le bord de la route à regarder les autres foncer, c'est ça. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la confiance en soi, comme l'image de soi, elle se nourrit de nos expériences. Si on réussit un projet, on se sent plus fort, plus compétent. Mais si on essuie un échec, on peut se sentir découragé, dévalorisé. On se retrouve avec un joli cocktail de pensées négatives. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Pas très motivant tout ça. C'est vrai, mais le livre nous rappelle que même les plus grands génies ont douté d'eux-mêmes. Prenez Darwin, par exemple, il a révolutionné la biologie avec sa théorie de l'évolution, mais il était rangé par le doute, la peur du jugement des autres. Darwin, le père de l'évolution, c'est incroyable. On a du mal à imaginer un génie aussi tourmenté. Et oui, même les plus brillants esprits peuvent être fragiles. Ce qui est important, c'est de comprendre que le doute fait partie du processus créatif de l'apprentissage. Ce n'est pas un ennemi à abattre, mais un allié à apprivoiser. C'est une perspective intéressante. Alors, si je comprends bien, on a tous en nous ces 3 pieds du tabouret, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et c'est l'équilibre entre ces 3 éléments qui détermine notre niveau d'estime de soi. Tout à fait, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cet équilibre peut être précaire, instable. On peut avoir une haute estime de soi dans certains domaines de notre vie et une faible estime de soi dans d'autres. Oh, c'est comme un jeu de montagne russe. Non. On monte, on descend, on a le cœur qui bat la chamade. Racontez-nous, ça nous intéresse. Prenons l'exemple d'une personne qui excelle en son travail, qui est admirée par ses collègues. Elle peut avoir une très haute estime de soi dans le domaine professionnel, mais dans sa vie personnelle, elle peut douter d'elle avoir peur de l'engagement, se sentir incapable de construire une relation amoureuse stable. C'est très compétent dans un domaine et complètement perdu dans un autre. Exactement. Et c'est ce qui rend l'estime de soi si complexe et si fascinante. Elle est influencée par de multiples facteurs, notre histoire personnelle, notre environnement social, nos expériences de vie. Bon, on commence à avoir une vision plus claire de ce qu'est l'estime de soi,
Mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On explore tout ça en détail dans la suite de notre deep dive. Restez avec nous. Oui, absolument. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. À tout de suite. À bientôt. Alors, on parlait de l'impact de l'estime de soi sur nos relations. Oui. C'est un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial. Ah oui. L'amour, l'amitié, la famille, tout ça est forcément lié à la façon dont on se perçoit. Absolument. Le livre mentionne une étude fascinante D'accord. où des hommes ont vu leur estime de soi manipulée. Certains ont reçu un boost artificiel, d'autres ont été un peu dégonflés. Ah. Devinez quoi, ceux avec l'estime gonflée se sont tournés vers les femmes les plus attirantes, Oui. tandis que les autres ont préféré des partenaires moins attirantes. C'est fou, ça. On choisit donc son partenaire en fonction de l'image qu'on a de soi, comme si on se disait inconsciemment « je mérite ça » ou « je ne mérite pas ça Exactement, et ça va même plus loin dans certains couples. Un partenaire peut saboter les réussites de l'autre sans même s'en rendre compte. ». Ah, bon, c'est un peu machiavélique, non? Quel intérêt à faire ça? Eh bien, c'est parfois une façon de protéger sa propre estime de soi. Si un partenaire se sent menacé par les succès de l'autre, il peut le dévaloriser, minimiser ses accomplissements pour maintenir un certain équilibre dans le couple, comme si le succès de l'un diminuait automatiquement la valeur de l'autre. C'est un peu triste quand même. On en vient à saboter l'autre par peur de se sentir inférieur. C'est une des facettes de la complexité des relations humaines. Et puis, il y a aussi la parentalité. On veut tous que nos enfants réussissent. Ouais. Mais il faut faire attention à ne pas faire dépendre notre propre estime de soi de leurs succès ou de leurs échecs. Oui, c'est important de leur laisser la liberté de tracer leur propre route, sans leur mettre la pression de réaliser nos rêves à notre place. On ne veut pas de parents hélicoptères qui planent au-dessus de leurs enfants en permanence. Exactement. Et puis n'oublions pas que l'estime de soi n'est pas seulement une affaire personnelle. Non. Elle est aussi influencée par les normes sociales, les valeurs culturelles et les stéréotypes de genre. Ah oui, on en parlait tout à l'heure avec l'influence de l'enfance, mais comment ces stéréotypes influencent-ils l'estime de soi? Prenons l'exemple de l'apparence physique. Les femmes sont bombardées d'images de corps idéaux, minces et parfaits, ce qui peut les amener à douter de leur propre beauté. Ah oui, la fameuse pression sociale, on a l'impression qu'il faut être mince, jeune et sans ride pour être considéré comme belle. Un peu comme si on devait toutes ressembler à des poupées Barbie. Et le problème, c'est que ces images irréalistes peuvent avoir un impact négatif sur l'estime de soi. Le livre mentionne que les femmes ont tendance à sous-estimer leur poids idéal. Elles visent souvent un poids bien inférieur à ce qui est considéré comme sain et normal pour leur morphologie. On est tellement conditionné par ces images de minceur qu'on en vient à perdre le sens des réalités. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette obsession de la minceur commence de plus en plus tôt. Les jeunes filles sont exposées très jeunes à ces images irréalistes et cela peut impacter durablement leur image corporelle et leur estime de soi. C'est un peu comme si on leur disait « tu n'es pas assez bien comme tu es, pas très constructif, tout ça ». Mais alors, comment faire pour se libérer de ces stéréotypes et se construire une image positive de soi-même? C'est une excellente question et heureusement, le livre nous donne des pistes. Il propose des stratégies concrètes pour développer et renforcer l'estime de soi à tout âge. Ah, j'ai hâte d'en savoir plus. Ça me comme si on nous donnait la recette du bonheur. Non, disons que ce sont des ingrédients essentiels pour une vie plus épanouissante. Et on va justement explorer ces stratégies dans la suite de notre deep dive. Alors ne bougez pas, on revient tout de suite avec la suite de notre exploration de l'estime de soi. On se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive sur l'estime de soi. On a déjà exploré pas mal de choses, mais j'imagine qu'il nous reste encore des mystères à éclaircir. Absolument, on a parlé de l'impact des stéréotypes de la pression sociale, mais il y a aussi toutes ces petites stratégies que l'on met en place souvent inconsciemment pour protéger notre estime de soi, un peu comme des boucliers contre les coups durs. Ah oui, ces fameux mécanismes de défense, parlez-nous en prenant. Prenons l'évitement, par exemple. Face à une situation qui nous paraît risquée pour notre ego, on peut être tenté de fuir, de se cacher, pour éviter l'échec ou la critique, un peu comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Ah oui, je vois le genre, quand on a peur de rater un entretien d'embauche, on peut être tenté de ne pas y aller, de trouver une excuse bidon. On évite le problème, mais on rate aussi une opportunité. Exactement. Et puis il y a le déni qui consiste à refuser de voir la réalité en face. On se persuade que tout va bien, que les problèmes n'existent pas pour éviter de se remettre en question, un peu comme l'autruche qui met la tête dans le sable. Alors ces mécanismes de défense, ils nous aident ou ils nous freinent, c'est un peu paradoxal, non? C'est vrai qu'ils peuvent nous apporter un certain confort à court terme, mais à long terme, ils nous empêchent d'avancer, de grandir. Le livre évoque le cas de Jérémy, un jeune homme qui a arrêté ses études et qui se réfugie dans des rêves de réussite sans passer à l'action. Il évite ainsi l'échec, mais il reste bloqué dans une situation qui ne lui convient pas. C'est un peu comme un hamster qui court dans sa roue. Il a l'impression d'avancer,
mais restent au même endroit. Alors, comment briser ce cercle vicieux? La clé, c'est l'action. Le livre insiste sur l'importance de passer à l'acte, de se fixer des objectifs réalistes et de s'engager dans des projets qui nous motivent. C'est en faisant des efforts, en se confrontant à nos peurs qu'on développe notre confiance en soi et qu'on nourrit notre estime de soi. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, on a peur de tomber, on hésite. Mais une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on prend confiance et on fonce. Exactement. Et le livre propose des conseils concrets pour passer à l'action. Il encourage à identifier et à déconstruire les pensées négatives qui nous freinent à transformer le « je ne peux pas » en « je vais essayer ». Oui, c'est important de chasser ces pensées parasites qui nous minent le moral. On peut les remplacer par des affirmations positives du genre « je suis capable »,« je vais réussir », un peu comme un mantra qu'on se répète pour se booster. Tout à fait. Et puis, il faut aussi apprendre à se fixer des objectifs atteignables, étape par étape, pour ne pas se décourager en cours de route. C'est important de célébrer les petites victoires, de reconnaître ses progrès, même s'ils sont modestes. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas encore accompli au lieu de se réjouir de ce qu'on a déjà réalisé, mais bon, il y a des moments où on a besoin d'un petit coup de pouce. Bien sûr. Et dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parler à un ami, un membre de sa famille, un thérapeute, peut nous aider à prendre du recul, à voir les choses plus clairement. L'entourage est un soutien précieux. Oui, on n'est pas obligé de tout gérer tout seul. Parfois, il suffit d'un petit coup de main d'une oreille attentive pour repartir du bon pied. Exactement. Et le livre nous rappelle que l'estime de soi, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un travail sur soi qui se poursuit tout au long de la vie. On peut toujours changer, évoluer et se construire une image de soi plus positive et plus solide. C'est un message vraiment encourageant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a appris plein de choses sur l'estime de soi et j'espère que nos auditeurs aussi. Avec plaisir, j'espère que ce deep dive leur aura donné des clés pour mieux comprendre et cultiver leur propre estime de soi. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, l'estime de soi, ça se travaille, ça se nourrit et ça se chouchoute. Alors soyez bienveillants avec vous-même et osez briller.